Elle était agréable à voir et à écouter, avec la force de subjuguer chacun, même un homme repu d'amour qui n'était plus de première jeunesse. C'est pourquoi elle pensa qu'elle était dans son rôle en rencontrant César, et elle comptait sur sa beauté pour faire valoir ses réclamations au trône. Le soir même, Cléopâtre devenait la maîtresse de César. On disait de lui qu'il était l'homme de toutes les femmes. C'était sa façon de se délasser de ses harassantes campagnes. Mais il se débarrassait rapidement d'elles, l'une après l'autre, pour se consacrer à ce qui le passionnait. Les intrigues politiques, les défis de la guerre et Rome, ce théâtre. César avait vu nombre de femmes faire n'importe quoi pour le garder. Pourtant, rien ne l'avait préparé à quelqu'un comme Cléopâtre. Tel soir, elle lui faisait miroiter qu'ils pourraient ensemble restaurer la gloire d'Alexandre le Grand et régner sur le monde comme des dieux. Le lendemain, elle lui montait tout un spectacle, vêtue comme la déesse Isis au milieu des fastes de sa cour. Cléopâtre fit donner pour César les fêtes les plus orgiaques, où elle incarnait en personne l'exotisme égyptien. Avec cette femme, la vie du conquérant était un jeu continuel, aussi exigeant que l'art de la guerre, car à l'instant même où il se sentait le maître, elle se fâchait brusquement, devenait de glace, et il fallait qu'il s'évertue à recouvrer ses faveurs. Les semaines passèrent. César congédia toutes les rivales de Cléopâtre et trouva des excuses pour rester en Égypte. Elle alla jusqu'à l'entraîner, à grands frais, dans une extraordinaire descente du Nil à bord d'un bateau d'une splendeur inouïe, dominant le fleuve de 18 mètres, agrémenté d'un jardin à plusieurs terrasses et d'un temple à colonnes en l'honneur de Dionysos. César découvrit ainsi les pyramides. Et pendant qu'il prolongeait son séjour en Égypte, loin du centre du pouvoir à Rome, toutes sortes de désordres se répandirent à travers l'Empire. César fut assassiné en 44 avant Jésus-Christ. Après sa mort, se constitua un triumvirat autour de Marc-Antoine, soldat de grande valeur, mais aussi jouisseur et amateur de spectacle. Il se prenait pour une sorte de Bacchus. Quelques années plus tard, alors qu'il était en Asie mineure, Cléopâtre l'invita à la rejoindre à Tarse. Là, après l'avoir fait longuement attendre, elle se découvrit à lui d'une manière qui le frappa autant que son prédécesseur César. Elle fit son apparition à bord d'une somptueuse embarcation dorée à voile violette, naviguant sur les eaux du Cydnos. Les rameurs étaient accompagnés par une musique quasi céleste. L'équipage du navire était une nuée de belles jeunes filles costumées en nymphes et en personnages mythologiques. Cléopâtre elle-même, vêtue en Aphrodite, trônait sur le pont, éventée par de petits cupidons, tandis que la foule scandait son nom avec ferveur. Comme toutes les victimes de la reine égyptienne, Marc-Antoine était partagé. Les plaisirs exotiques qu'elle lui offrait étaient presque irrésistibles, mais il voulait également la dompter. En battant à son propre jeu cette fière et illustre reine, il prouverait sa valeur. Il décida donc de rester en Égypte, et, comme César, tomba progressivement sous l'emprise de Cléopâtre. Elle encourageait tous ses vices, lui prodiguant jeux, orgies, rituels élaborés, spectacles somptueux. Pour le faire rentrer à Rome, Octave, autre membre du triumvirat, lui offrit d'épouser sa propre sœur, Octavie, l'une des plus belles femmes de Rome. Connue pour sa bonté et sa vertu, elle saurait certainement garder Antoine de la putain égyptienne. Les nouveaux mariés connurent une période de bonheur, mais Antoine ne parvenait pas à oublier Cléopâtre, et 3 ans plus tard, il retourna vers elle. Et cette fois pour de bon. Réellement devenu son esclave, il lui accorda des pouvoirs immenses, adopta le vêtement et les mœurs des Égyptiens, et finit par renoncer au mode de vie romain. Nous ne possédons aujourd'hui qu'un seul portrait de Cléopâtre, un profil indistinct sur l'avers d'une pièce de monnaie. En revanche, nous disposons de nombreux portraits écrits. Elle avait un long visage étroit et un nez un peu pointu. Le plus frappant chez elle, c'étaient ses yeux, immenses. Toutefois, son pouvoir de séduction ne résidait pas tant dans son physique. Maintes femmes d'Alexandrie étaient, dit-on, d'une plus grande beauté qu'elle.
Son talent le plus éminent, c'était de savoir distraire un homme. En réalité, Cléopâtre n'avait rien d'exceptionnel sur le plan physique et politiquement ne possédait aucun pouvoir. Pourtant, ni César ni Antoine, pour courageux et intelligents qu'ils fussent, ne s'en aperçurent. Ils ne virent qu'une femme se métamorphosant sans cesse sous leurs propres yeux, un spectacle à elle toute seule. Elle changeait d'un jour à l'autre de tenue et de maquillage, mais sans se départir d'une majesté presque divine. Sa voix, tous les auteurs s'accordent sur ce point, avait des inflexions grisantes. Ses mots avaient beau être banals, elle les prononçait d'une façon si exquise que ses auditeurs gardaient en mémoire non ce qu'elle avait dit, mais la façon dont elle l'avait dit. Cléopâtre renouvelait constamment le spectacle. Hommages, mise en scène de fausses batailles, expéditions, orgies costumées. Tout avec elle était spectaculaire et réalisé avec une indomptable énergie. Quand on posait enfin la tête sur l'oreiller à côté d'elle, on avait l'esprit plein d'images et de rêves. Et à l'instant précis où l'on croyait tenir cette femme aussi insaisissable que grandiose, elle prenait soudain de la distance et se fâchait pour que nul n'ignore que c'était elle qui commandait. On ne pouvait posséder Cléopâtre, seulement lui rendre un culte. Ainsi, cette exilée, promise à une mort prématurée, renversa-t-elle complètement la situation et régna-t-elle sur l'Égypte pendant près de 20 ans. L'exemple de Cléopâtre nous enseigne que ce n'est pas la beauté qui fait la sirène, mais le sens théâtral grâce auquel elle sait incarner les fantasmes masculins. L'homme se lasse de n'importe quelle femme, aussi belle qu'elle soit. Il aspire à des plaisirs différents et à l'aventure. Tout ce dont une femme a besoin pour renverser la situation en sa faveur est de créer l'illusion de cette variété, de cette aventure. Un homme se laisse facilement prendre aux apparences. Son point faible, c'est ce qui est visuel. Offrez-lui la présence physique d'une sirène, une majesté pimentée d'érotisme et agrémentée de drame, et il sera pris au piège. Comme il ne s'ennuiera jamais, il sera incapable de se débarrasser de vous. Continuez à le distraire sans jamais lui dévoiler qui vous êtes vraiment, et il vous suivra jusqu'à sa propre perte. La sirène érotique. Norma Jean Mortensen, la future Marilyn Monroe, passa une partie de son enfance dans des orphelinats de Los Angeles. Ses journées n'étaient qu'une série de corvées et elle n'avait pas le droit de jouer. En classe, c'était une solitaire qui souriait rarement et rêvait beaucoup. Un jour, à l'âge de 13 ans, tandis qu'elle s'habillait pour aller à l'école, elle s'aperçut que le corsage blanc fourni par l'orphelinat avait un accroc. Elle fut obligée d'emprunter un t-shirt à une fillette plus jeune, trop petit pour elle de plusieurs tailles. Ce jour-là, les garçons commencèrent soudain à s'attrouper autour d'elle partout où elle allait. Elle était très développée pour son âge. Elle note dans son journal « Il louchait sur mon t-shirt comme si c'était une mine d'or ». Cette simple révélation fut décisive. Jusque-là ignorée et même moquée par les autres élèves, Norma Jean entrevoyait soudain un moyen d'attirer l'attention, voire d'acquérir un pouvoir, car elle était follement ambitieuse. Elle se montra désormais plus souriante, se maquilla, s'habilla de façon différente. Elle ne tarda pas à faire un second constat non moins stupéfiant. Sans qu'elle eût rien à dire ni à faire, les garçons tombaient passionnément amoureux d'elle. Mes admirateurs déclaraient tous la même chose, de différentes façons, écrit-elle. S'ils voulaient tous m'embrasser et me prendre dans leurs bras, c'était ma faute. Certains accusaient ma façon de les regarder, avec des yeux pleins de passion. Pour d'autres, c'était ma voix qui les charmait. D'après d'autres encore, il émanait de moi des vibrations qui les terrassaient. Quelques années plus tard, Marilyn tenta sa chance dans le cinéma. Les producteurs étaient unanimes. Sa silhouette était attirante, mais son visage n'était pas assez séduisant pour la caméra. Elle s'inscrivit comme figurante. Chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, ne fût-ce que quelques secondes, les hommes se déchaînaient dans le public. Des clameurs résonnaient dans la salle. Pourtant, personne ne lui prêtait les qualités d'une star. En 1949, au cours d'un dîner,
Elle n'avait alors que 23 ans et sa carrière était au point mort. Elle lui vend d'une information qui allait changer sa vie. Le producteur du prochain film de Groucho Marx, La pêche au trésor, cherchait une actrice blonde. Groucho la voulait capable d'exciter sa libido vieillissante et de lui faire sortir de la fumée par les oreilles. Marilyn se débrouilla aussitôt pour passer une audition. Et là, elle improvisa une façon de marcher tout à fait particulière. C'est à la fois Mae West, Theda Bara et Bo Peep roulés en une seule personne, s'exclama Groucho en la voyant se déhancher. On tourne la scène demain. Et c'est ainsi que Marilyn créa sa fameuse démarche, bien peu naturelle, mais qui combine innocence et érotisme en un mélange détonnant. Pendant les années qui suivirent, Marilyn apprit sur le terrain comment accroître encore l'effet qu'elle avait sur les hommes. Elle avait toujours eu une jolie voix, une voix de petite fille, ce qui n'était pas forcément la meilleure au cinéma. Quelqu'un finit par lui conseiller de prendre un timbre plus grave. Le résultat fut cette élocution pleine de langueur, légèrement rauque, qui allait devenir l'un de ses atouts majeurs. Quelque chose entre l'ingénu et la mégère. Avant chaque tournage, et même avant de simples soirées, Marilyn passait des heures devant son miroir. Beaucoup pensaient que c'était par vanité. Elle semblait amoureuse de sa propre image. La vérité, c'était que cette image, il lui fallait des heures pour la créer. Marilyn affina pendant des années son art du maquillage. Sa voix, sa démarche, l'expression de son visage étaient tous parfaitement étudiés, un vrai travail d'actrice. Au sommet de sa gloire, il lui arriva d'aller s'encanailler dans des bars de New York sans maquillage ni tenue sexy. Elle y passait totalement inaperçue. Le succès vint enfin, mais sous une forme qui l'exaspéra. À l'écran, elle était l'éternelle bombe sexuelle blond platine. Elle convoitait des rôles sérieux. Mais malgré les efforts qu'elle faisait pour désamorcer l'image capiteuse qu'elle avait elle-même construite, personne ne la croyait à la hauteur. Pendant une répétition de La Cerisay, Mikhaïl Tchekhov, qui la dirigeait, lui demanda « Est-ce que tu pensais au sexe pendant qu'on jouait ?» Sur sa réponse négative, il continua « Pendant toute la scène, j'ai ressenti des vibrations érotiques venant de toi, comme si tu étais en proie à une passion. Je comprends maintenant ton problème avec les studios, Marilyn. Tu dégages des vibrations érotiques, que tu le veuilles ou non. Le monde entier y est sensible. Elle crève l'écran dès que tu y apparais. » Marilyn Monroe aimait sentir l'effet qu'avait son corps sur la libido des hommes. Elle accordait sa présence physique comme elle l'eût fait d'un instrument de musique. Elle se transforma ainsi en symbole sexuel et acquit une réputation mondiale de glamour. Les autres femmes savaient autant qu'elle jouer de leur sex appeal, mais Marilyn était différente. Chez elle, c'était inconscient. Elle avait connu dans l'enfance une grave carence, le manque d'affection. Son besoin le plus profond était celui de se sentir aimée et désirée. Cela la rendait constamment vulnérable, telle une petite fille qui a besoin d'être protégée. Devant la caméra, ce besoin d'amour lui sortait par tous les pores, et cela sans effort particulier, parce que cela venait du plus vrai, du plus profond. Ainsi, tel regard ou tel geste, qui n'était pas destiné à éveiller le désir d'un homme, le suscitait avec d'autant plus de force qu'il était involontaire, justement par son innocence. La sirène érotique produit un effet plus immédiat et plus impérieux que la sirène spectaculaire. Comme elle est l'incarnation même du désir et de l'amour, elle ne se soucie guère de solliciter les autres sens, ni de créer des mises en scène théâtrales. Elle donne l'impression de n'avoir jamais à travailler, ni à faire de basse corvée, mais de vivre exclusivement pour le plaisir, d'être en permanence disponible. Ce qui différencie la sirène érotique de la courtisane ou de la prostituée, c'est son innocence et sa vulnérabilité. Ce mélange pervers et grisant, il donne au mâle l'illusion d'être un protecteur, une figure paternelle, alors que c'est elle, au contraire, qui tient les commandes. Une femme n'a pas besoin d'un physique à la Marilyn Monroe pour en incarner le personnage. La plupart des appâts de Marilyn étaient montés en épingle.
mais le secret, c'est qu'elle avait l'air d'une innocente écolière. Quelque chose en l'homme a faim de stupre. La femme doit paraître en même temps viscéralement luxurieuse et naïvement innocente, comme si elle était incapable de mesurer l'effet qu'elle provoque. Donnez à votre démarche, à votre voix, à votre façon d'être, une délicieuse ambiguïté. Soyez à la fois une femme désirable et une innocente ingénue. D'abord, tu rencontreras les sirènes, séductrices de tous les hommes qui s'approchent d'elles. Celui qui, poussé par son imprudence, écoutera la voix des sirènes, ne verra plus son épouse ni ses enfants chéris, qui seraient cependant charmés de son retour. Les sirènes couchées dans une prairie captiveront ce guerrier de leurs voix harmonieuses. Autour d'elles sont les ossements et les chairs desséchées des victimes qu'elles ont fait périr. Discours de Circé à Ulysse, l'Odyssée, livre 12. Traduit par Eugène Barreste, 1843. Les clés du profil. La sirène est la plus antique séductrice qui soit. Son prototype est la déesse de l'amour, Vénus Aphrodite. Il est dans sa nature d'être paré des qualités d'une figure mythique. Mais n'imaginez pas qu'elle appartienne au passé, qu'il soit légendaire ou historique. Elle incarne un puissant idéal masculin, la femme voluptueuse et superbe, d'une absolue confiance en soi, invitant à une infinité de plaisirs agrémentés d'un soupçon de risque. Ce rêve ne peut que faire vibrer l'imagination masculine dans un monde qui, plus que jamais, réfrène ses pulsions agressives en sécurisant tout. Jamais aussi peu d'occasions n'ont été offertes de frôler le danger. Par le passé, un homme disposait de divers défouloirs, la guerre, la mer, la politique. Dans le domaine de l'érotisme, maîtresses et courtisanes, pratiquement une institution, lui offraient les occasions de traque et une variété de proies. Aujourd'hui, privé d'exutoire, ses pulsions se retournent contre lui-même et le rongent, et leur répression les décuple. Il arrive ainsi à des hommes haut placés de faire d'énormes bêtises, comme d'afficher une liaison au pire moment, juste par jeu, pour le frisson. Censés être en permanence si raisonnables, les hommes sont enclins à ce genre de foucade. Si c'est le pouvoir de séduction que vous recherchez, la sirène est le profil le plus puissant qui soit. Elle joue sur les pulsions masculines les plus élémentaires et, si elle en joue bien, elle peut réduire un homme fort et responsable en marionnette. La sirène vient aisément à bout de la brute virile, type soldat ou héros. Cléopâtre a fait son jouet de Marc-Antoine, Marilyn Monroe de Joe DiMaggio. Mais ils ne sont pas ses seules victimes. Jules César était un penseur et un écrivain qui appliquait ses capacités intellectuelles au champ de bataille et à l'arène politique. Et le dramaturge Arthur Miller n'a pas moins craqué devant Marilyn que le joueur de baseball DiMaggio. L'intellectuel est d'autant plus alléché par la perspective du pur plaisir physique que son existence en est souvent dépourvue. La sirène n'a guère à se soucier de sélectionner la bonne proie. Personne ne lui résiste. Avant tout, la sirène doit se démarquer des autres femmes. Elle est par essence un être rare, un mythe, une exception. Elle est aussi un trophée de valeur qu'il faut arracher aux autres hommes. Cléopâtre a affirmé sa différence par son sens de la mise en scène. L'impératrice Joséphine, elle, était d'une extrême lascivité, touchant à la langueur. Marilyn Monroe jouait les ingénues. Le physique est un atout précieux, car les sirènes sont avant tout merveilleuses à contempler. Une féminité teintée d'érotisme poussée jusqu'à la caricature vous mettra résolument à part. Rarissimes étant les femmes qui ont assez de confiance en elles-mêmes pour oser projeter pareille image. Son style personnel une fois affirmé, la sirène doit savoir déployer deux autres talents essentiels. Susciter une cour si fiévreuse que le soupirant perd toute maîtrise de lui-même, et la pimenter d'une once de danger. Ce frisson est étonnamment séduisant. Il n'est pas très compliqué d'amener un homme à vous faire la cour. Il suffit d'une présence fortement érotique. Mais évitez de ressembler à une courtisane ou à une prostituée, car les hommes s'en désintéressent vite. Montrez-vous plutôt distante et insaisissable.
un rêve devenu réalité. Les grandes sirènes de la Renaissance, telles Tulia d'Aragon, se calquaient sur la mode de l'époque, les déesses grecques. Aujourd'hui, vous pouvez choisir pour modèle une star du cinéma, n'importe quel personnage au rayonnement unique qui laisse les gens bouche bée. Vous fascinerez les hommes qui vous assiégeront avec acharnement, et plus ils s'obstineront, plus ils auront l'impression d'avoir l'initiative. Voilà une excellente manière de cacher à quel point vous les manipulez. La notion de risque, de défi, voire de danger de mort, peut sembler désuète. Pourtant, c'est là un ingrédient essentiel de la séduction. Il ajoute une note grisante à laquelle les hommes d'aujourd'hui ne résistent pas, raisonnables et refoulés qu'ils sont. Le danger fait d'ailleurs partie intégrante du mythe de la sirène. Dans l'Odyssée d'Homère, le héros, Ulysse, passe au large des récifs où chantent ces créatures fatales. Leur chant évoque l'âge d'or, un monde de l'enfance libre de responsabilités et seulement dédié au plaisir. Elles ont des voix tentatrices, fluides comme l'eau. En les entendant, les marins se jettent dans les flots pour les rejoindre et se noient, ou, distraits et éperdus, précipitent leur navire sur les écueils. Pour protéger ces matelots des sirènes, Ulysse leur a bouché les oreilles avec de la cire. Lui-même s'est fait ligoter à son mât afin d'entendre leur chant, mais de survivre à cette épreuve et de pouvoir en témoigner. Étrange désir, puisque la griserie offerte est justement de céder à la tentation de les suivre. De même que les marins de l'Antiquité devaient tenir fermement la barre et rester de marbre, de même l'homme d'aujourd'hui doit travailler dur et suivre tout droit sa carrière. L'appel du danger, de l'affectif, de l'inconnu est d'autant plus puissant qu'il est tabou. Pensons aux victimes des plus illustres sirènes de l'histoire. Paris a déclenché une guerre pour les beaux yeux d'Hélène. César a risqué son empire. Antoine a perdu le pouvoir et la vie à cause de Cléopâtre. Napoléon, sous le joug de Joséphine, est devenu la risée de toute l'Europe. Joe DiMaggio ne s'est jamais remis de sa passion pour Marilyn, laquelle, pendant des années, empêcha aussi Arthur Miller d'écrire. La sirène cause souvent la ruine de ses adorateurs, qui ne parviennent pourtant pas à se détacher d'elle. Beaucoup de grands hommes ont sans doute un côté masochiste. Ce frisson du danger n'est pas bien difficile à donner, et les autres attraits de la sirène n'en sont que plus irrésistibles. Chez Marilyn, par exemple, c'était son brin de folie qui faisait craquer les hommes. Les sirènes sont souvent totalement déraisonnables, et cela fascine les hommes corsetés par leur rationalisme. Un soupçon de peur est également efficace. Être tenu à distance impose le respect. Votre soupirant ne doit pas s'approcher si près qu'il puisse vous percer à jour ou remarquer vos petits travers. Suscitez cette crainte par de brusques changements d'humeur. Déstabilisez votre proie. Intimidez-la de temps à autre par un comportement capricieux. L'élément le plus important de ce profil de séductrice reste le physique, principal instrument de son pouvoir. Le parfum, une féminité souveraine mise en valeur par le maquillage et une toilette éblouissante ont d'autant plus d'effet sur les hommes qu'elles n'ont pas de signification. Leur immédiateté court-circuite les processus rationnels, comme fait le leurre chez le gibier ou les mouvements de la muleta chez le taureau. On s'imagine souvent qu'une sirène doit être dotée d'une beauté exceptionnelle, celle du visage surtout. C'est faux. Un visage sculptural crée une impression de froideur et de distance. D'ailleurs, ni Cléopâtre ni Marilyn, les deux plus fameuses sirènes de l'histoire, n'étaient exceptionnellement belles. Un sourire, un regard aguicheur sont infiniment séduisants, certes, mais ils ne doivent pas avoir plus d'impact que l'allure générale. Ils sont trop directs, trop évidents. La sirène doit éveiller un désir total, et pour cela, la meilleure stratégie est de distraire et d'aguicher à la fois. Et cette capacité tient non pas à une seule qualité, mais à un ensemble de qualités combinées. La voix. C'est la première de ces qualités stratégiquement essentielles. La voix est centrale dans le mythe des sirènes.
Elle crée une présence animale et possède un immense pouvoir de séduction. Peut-être déclenche-t-elle chez la victime une régression, évoquant la voix de la mère avec son double pouvoir d'exciter et de calmer l'enfant avant même que les mots ne lui soient intelligibles. Il faut que la voix de la sirène insinue son charme de façon subliminale et sans lourdeur. Presque tous ceux qui ont approché Cléopâtre ont été frappés par sa voix douce et délicieuse, presque envoûtante. L'impératrice Joséphine avait une voix langoureuse au timbre exotique, révélant ses origines créoles. Quant à Marilyn Monroe, elle avait gardé sa voix de petite fille légèrement voilée. Elle s'attacha à la rendre plus grave. Le résultat fut irrésistible. Lorraine Bacall, elle, avait un timbre naturellement grave, dont le pouvoir de séduction résidait dans une élocution lente et suggestive. La sirène ne parle jamais vite, avec agressivité et d'une voix aiguë. Elle s'exprime doucement et sans hâte, comme si elle venait de quitter le lit. La toilette. Si la voix doit bercer, la toilette doit éblouir. C'est sa mise qui donne à la sirène l'allure d'une déesse. Dans le chapitre de son essai « Le peintre de la vie moderne », intitulé « Éloge du maquillage », Baudelaire écrit « La femme est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Elle doit donc emprunter à tous les arts les moyens de s'élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. » Une sirène célèbre qui avait le génie de la parure était Pauline Bonaparte, une des sœurs de Napoléon. Elle se donnait délibérément l'allure d'une divinité antique. Sa coiffure, son maquillage et ses vêtements étaient une évocation de la déesse Vénus. Personne n'eut jamais garde-robe plus raffinée et mieux garnie. En 1798, Pauline Bonaparte créa l'événement en faisant son entrée à un bal. Elle avait demandé à la maîtresse de maison, Madame Permon, la permission de s'habiller chez elle, afin que nul ne voie sa toilette avant son arrivée. Quand elle descendit l'escalier, le silence se fit. Elle était coiffée à la grecque, avec, comme les bacchantes, des pampres dorés dans la chevelure. Sa tunique diaphane à l'ourlet brodé d'or laissait deviner sa silhouette sculpturale. Elle portait sous les seins une étincelante ceinture en or ornée d'un somptueux fermoir. La duchesse d'Abrantès écrit « Je ne saurais décrire l'apparition de cette beauté. Toute la pièce fut éclairée par sa présence. L'ensemble était si harmonieux qu'il y eut un murmure d'admiration et personne ne regarda plus les autres femmes. » En bref, il ne faut pas seulement éblouir, mais aussi conserver l'harmonie de l'ensemble, que nul élément particulier ne monopolise l'attention. Votre présence doit être magnétique, grandiose, l'incarnation d'un rêve. La fonction de la parure est d'attirer l'attention et de subjuguer. Chez la sirène, le vêtement peut aussi souligner l'érotisme, de façon éventuellement provocante, mais plus souvent suggestive, discrète, pour ne pas paraître manipulatrice. Un corps subtilement dénudé ne se révélera qu'en partie, mais une partie qui excite et stimule l'imagination. Marguerite de Valois, la scandaleuse reine Margot, fille de Catherine de Médicis, fut à la fin du XVIe siècle l'une des premières à porter des robes décolletées, pour la bonne raison qu'elle avait la plus belle poitrine du royaume. Quant à Joséphine Bonaparte, elle montrait surtout ses bras, toujours nus. Le maintien. 5 siècles avant notre ère, un roi de Chine du nom de Gujian choisit parmi les plus belles femmes de son royaume la courtisane Shise, afin de réduire à merci son rival Fujai, roi de Wu. À cet effet, il fit enseigner à la jeune femme tous les arts de la séduction. Le plus important était la gestuelle, qui devait être d'une grâce suggestive. Shise apprit à s'avancer, vêtue de ses atours, comme si elle effleurait à peine le sol. Quand elle déploya enfin toutes ses grâces devant lui, Fujai fut vite conquis. Nul n'avait jamais vu une femme marcher ni se mouvoir de la sorte.
Obsédé par sa présence frémissante, par ses façons et son air compassé, Fujian devint tellement la proie de sa passion qu'il laissa démembrer son royaume. Gujian l'envahit et le conquit sans combat. La sirène évolue gracieusement, sans hâte. Comme sa voix, ses gestes et son maintien suggèrent plus qu'il ne montre, suscitant subtilement le désir. Votre attitude doit être un peu alanguie, comme si vous aviez tout le temps du monde pour vous consacrer à l'amour et au plaisir. Vos gestes doivent demeurer ambigus, à la fois candides et érotiques. Tout ce qui ne saurait être compris au premier regard possède un puissant pouvoir de séduction. À plus forte raison s'il s'agit de l'impression d'ensemble. Le symbole de la sirène est l'eau. Le chant de la sirène est fluide et insaisissable, telle la sirène elle-même évoluant dans l'élément liquide. Comme la mer, la sirène attire ses victimes par des promesses d'aventure et de plaisir sans fond. Oublieux du passé et de l'avenir, les hommes se jettent à sa suite dans les flots pour s'y noyer. Les dangers. Aussi libérées que soient les mentalités de son époque, nulle femme ne peut afficher un goût exclusif du plaisir sans que sa réputation en pâtisse. Quels que soient ses efforts pour s'en distancier, la réputation de la sirène est toujours entachée de l'opprobre accompagnant la femme facile. Les Romains détestaient Cléopâtre, qu'ils traitaient de putain égyptienne. Cette haine amena d'ailleurs sa chute. Octave et l'armée romaine n'eurent de cesse qu'il n'ait effacé la souillure qu'elle représentait pour les valeurs viriles de l'Empire. Mais avec la sirène, les hommes sont souvent indulgents sur ce point. Le vrai danger est plutôt l'envie jalouse qu'elle suscite chez les autres femmes. La haine des Romains pour Cléopâtre était imputable en grande partie à la rancune des sévères matrones de la capitale. En jouant à fond la carte de l'innocence, en apparaissant comme la victime du désir masculin, la sirène parviendra à émousser quelque peu l'acrimonie de ses rivales. Mais il n'y a pas de vrai remède. Son pouvoir provient de l'effet qu'elle a sur les hommes. Quant à la jalousie des autres femmes, elle n'a d'autre choix que de s'en accommoder ou de l'ignorer. En conclusion, la fascination qui s'attache à la sirène peut s'avérer exaspérante, voire pire. Parfois, elle lui pèse. Elle préférerait faire l'objet d'une attention sans connotation sexuelle. Et puis, hélas, l'attrait physique n'a qu'un temps. Certes, le rayonnement de la sirène n'est pas exclusivement lié à la beauté de son visage et de son corps. Il est dû à son charme. Toutefois, passé un certain âge, ce charme agit de moins en moins. Ce sont là ces deux facteurs qui ont entraîné le suicide de Marilyn Monroe. Il faut avoir le génie et la personnalité d'une Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV, pour se métamorphoser en vieille dame pleine d'esprit dont la séduction ne doit plus grand-chose au physique. Cléopâtre était dotée de ce type d'intelligence, et si elle avait vécu plus longtemps, elle serait restée de longues années une redoutable séductrice. La sirène doit préparer ses vieux jours en pratiquant de bonne heure des formes de coquetterie plus psychologiques que physiques afin de conserver son pouvoir lorsque sa beauté se sera fanée. Le libertin. Une femme ne se sent jamais assez désirée ni estimée. Elle voudrait être l'objet de toutes les attentions, mais l'homme se montre trop souvent distrait, obtus. Le libertin incarne un grand fantasme féminin. Quand il désire une femme, ne serait-ce que pour un moment d'ivresse, il se met en quatre pour la conquérir. Il a beau être menteur, voleur et volage, cela ne fait qu'ajouter à sa séduction. À la différence de la majorité des hommes, le libertin ne connaît pas d'inhibition. Il se consacre corps et âme à sa passion pour le beau sexe. Raison de plus pour lui succomber. S'il est un bourreau des cœurs, il y a bien une raison. Et puis, les femmes ont un faible pour les mots doux, et le libertin est un beau parleur notoire. Éveiller les désirs féminins inavoués,
en mêlant au plaisir le frisson du danger. Le libertin ardent. Les dernières années du règne de Louis XIV furent sinistres. Le monarque vieillissant devenait acariâtre et basculait dans un intolérable puritanisme religieux. La cour s'ennuyait et aspirait désespérément à la nouveauté. Or, en 1710, arriva à la cour un jeune garçon de 15 ans au charme diabolique qui fit immédiatement des ravages. Louis-François Armand de Vignerot-du-Plessis, duc de Fronsac, futur duc de Richelieu et neveu du fameux cardinal. Impudent et plein d'esprit, il devint la coqueluche de ces dames. Elles faisaient de lui leur jouet, et il en profitait pour les embrasser sur la bouche et risquer des gestes bien osés pour un galopin sans expérience. Le jour où ses mains s'aventurèrent sous les jupes d'une duchesse moins indulgente, le roi se fâcha. Il fit embastiller le jeune Fronsac pour lui donner une leçon, mais les dames le trouvaient si charmant qu'elles supportèrent mal son absence. Comparé au barbon de la cour, ce chenapan avait un toupet monstre. Il n'arrêtait pas de dévisager les belles avec effronterie, et puis il y avait ses mains dangereusement baladeuses. Rien ne l'arrêtait. Son charme juvénile était irrésistible. Les dames de la cour plaidèrent si bien sa cause que le séjour du jeune homme à la Bastille fut écourté. Quelques années plus tard, Mademoiselle de Valois se promenait dans un parc parisien en compagnie de son chaperon, une duègne qui ne la quittait pas d'une semelle. Le duc d'Orléans, père de la demoiselle, était déterminé à protéger sa dernière fille des séducteurs de la cour jusqu'à son mariage. C'est pourquoi il avait attaché au service de sa fille une femme d'une aigreur et d'une vertu irréprochable. Quoi qu'il en soit, Mademoiselle de Valois aperçut ce jour-là dans le parc un jeune homme, et le regard que celui-ci lui décocha la mit en émoi. Il passa son chemin, mais ses yeux ardents avaient clairement parlé pour lui. Sa duègne révéla à la demoiselle le nom de cet individu. C'était le duc de Richelieu en personne, infâme séducteur, blasphémateur et bourreau des cœurs. À éviter à tout prix. Quelques jours plus tard, elle emmena Mademoiselle de Valois dans un autre parc pour sa promenade, et, surprise, Richelieu croisa de nouveau leur chemin. Cette fois, il était déguisé en mendiant, mais son regard était reconnaissable entre mille. La jeune fille le fixa passionnément, enfin un peu de piquant dans sa terne existence. Étant donné la sévérité de son père, pas un homme n'osait l'approcher. Et ne voilà-t-il pas que ce coureur notoire la poursuivait de ses assiduités, elle, au lieu des autres dames de la cour? Quelle aventure! Il ne tarda pas à lui faire passer des billets fort joliment tournés, dans lesquels il lui exprimait l'incoercible désir qu'elle éveillait en lui. Elle lui répondit avec timidité, mais bientôt cette correspondance devint pour elle d'une importance vitale. Il finit par lui promettre de tout organiser si elle acceptait de passer une nuit avec lui. La demoiselle ne pouvait laisser passer pareille occasion. Elle joua donc le jeu et accepta cette proposition effrontée. Mademoiselle de Valois avait une femme de chambre du nom d'Angélique qui l'aidait à sa toilette avant le coucher et dormait dans la chambre voisine. Un soir, la duègne tricotait, la jeune fille leva distraitement les yeux de son livre et vit Angélique passer dans le couloir, apportant ses vêtements de nuit dans sa chambre. Leurs regards se croisèrent, la servante lui sourit. La jeune fille faillit s'évanouir de frayeur. Ce n'était pas Angélique, c'était Richelieu, admirablement déguisé. Elle se ressaisit aussitôt, comprenant le danger qu'elle courait. Si elle disait quoi que ce fût, sa famille découvrirait sa correspondance et le rôle qu'elle avait joué dans toute cette affaire. Que faire? Elle décida d'aller dans sa chambre expliquer au jeune duc combien sa manœuvre était ridiculement dangereuse. Elle se leva, souhaita bonne nuit à son chaperon. Seulement, une fois qu'elle eut rejoint Richelieu, les mots lui manquèrent. Elle essaya bien de le raisonner, mais il avait des yeux tellement éloquents. Il la prit dans ses bras. Elle ne pouvait appeler au secours et se retrouva désemparée. Les mots enflammés du jeune homme, ses caresses, le danger qu'ils couraient tous deux lui donnaient le vertige.
elle s'égara. Que valaient la vertu et l'ennui à côté d'une soirée avec le plus chaud lapin de la cour? Et c'est ainsi que, tandis que la duègne poursuivait son tricot, le duc initia la jeune fille au libertinage. Quelques mois plus tard, le duc d'Orléans eut de bonnes raisons de suspecter que ses lignes de défense avaient été franchies. Il renvoya la duègne et redoubla de précautions. Le duc ne réalisait pas que, pour Richelieu, tous ces obstacles étaient des défis, et que le jeune homme ne vivait que pour les relever. Le jeune dépravé acheta la maison voisine sous un faux nom et fit creuser un passage secret qui aboutissait à un placard de la cuisine du duc. Et c'est dans ce placard que, pendant quelques mois, jusqu'à ce que l'attrait de la nouveauté s'estompe, les deux tourtereaux multiplièrent leurs rendez-vous galants. Tout Paris connaissait les exploits de Richelieu, qui mettait un point d'honneur à se faire toute la publicité possible. Chaque semaine, un nouvel épisode faisait jaser la cour. Un mari alarmé avait bouclé sa femme pour la nuit dans une chambre à l'étage. Pour atteindre l'objet de sa convoitise, le jeune duc avait rampé dans le noir sur une simple planche jetée entre deux fenêtres. Un autre jour, deux dames qui cohabitaient dans la même maison, l'une veuve et l'autre mariée et fort dévote, apprirent avec horreur que leur amant les avait prises toutes deux en même temps pour maîtresses, finissant avec l'une la nuit qu'il avait commencé avec l'autre. Quand elles le démasquèrent, il ne présenta pas la moindre excuse. Jouant sur la vanité blessée des deux pécheresses, il les convainquit impudemment d'accepter le marché d'un ménage à trois, car aucune des deux ne pouvait souffrir qu'il préférât l'autre. Bref, Richelieu défrayait la chronique au-delà de toute mesure. Telle femme admirait son audace et sa bravoure, telle autre son ardeur à ridiculiser les cocus. Elles se disputaient toutes ses faveurs. Celle qu'il ne cherchait pas à séduire croyait qu'elle n'était pas désirable. Elle ne rêvait plus que de lui. Deux dames se défièrent même en duel. L'une d'elles fut grièvement blessée. La duchesse d'Orléans, pire ennemie de Richelieu, écrivit que, si elle croyait à la sorcellerie, elle dirait qu'il fallait que ce duc possédât quelque secret surnaturel, car il n'avait pas trouvé une femme qui lui eût opposé la moindre résistance. Toutes couraient après lui, que c'en était vraiment une honte. C'est l'éternel dilemme de la séduction. Pour séduire, il faut prévoir et calculer, mais si la proie soupçonne que vous avez des idées derrière la tête, elle va se rebeller. De surcroît, si vous semblez totalement maître de vous-même, vous lui ferez peur, au lieu de susciter le désir. Le libertin ardent tranche ce nœud gordien de la façon la plus élégante qui soit. Bien sûr, il prévoit et calcule. Il faut duper le mari jaloux, contourner les difficultés qui ne manquent pas de se présenter. C'est une tâche harassante. Mais par nature, le libertin ardent bénéficie d'une libido incontrôlable. Quand il est à la poursuite d'une femme, il est brûlant de désir. Sa victime le sent et s'embrase malgré elle. Comment pourrait-elle s'imaginer qu'il n'est qu'un froid séducteur qui va l'abandonner une fois parvenu à ses fins, alors qu'il brave les pires dangers et surmonte les plus grands obstacles pour la conquérir? Même si elle connaît son passé sulfureux et son incorrigible immoralité, peu importe, car elle distingue aussi ses faiblesses. Cet homme est incapable de se contrôler. Il se fait littéralement l'esclave de toutes les femmes, et cela n'inspire pas la terreur. La leçon que donne le libertin ardent est simple. L'expression d'un désir intense égare autant la femme que la sensualité de la sirène égare l'homme. Habituée à être sur la défensive, une femme est habile à détecter le manque de sincérité et le calcul intéressé. Mais quand elle se voit l'objet de vos attentions et se convainc que vous feriez n'importe quoi pour elle, elle devient aveugle au reste ou trouve le moyen de pardonner vos imprudences, ce qui vous laisse le champ libre. L'important est de ne trahir aucune hésitation, d'abandonner toute retenue, de vous donner à fond et de laisser croire que, incapable de vous maîtriser, vous êtes foncièrement faible. Ne craignez pas d'inspirer la méfiance. Dès lors que vous vous montrez l'esclave de ses charmes, elle ne pensera pas au lendemain.
Le libertin diabolique. Au début des années 1880, dans la bonne société de Rome, il n'était question que de la récente arrivée dans la capitale d'un jeune journaliste nommé Gabriele D'Annunzio. Le phénomène était étrange, car la monarchie italienne n'avait que dédain pour tout étranger à son milieu. Quant à la profession du nouveau venu, c'était un statut des plus méprisés. De fait, les hommes de l'aristocratie ne portaient nulle attention à D'Annunzio. Pauvre et sans relation, il était issu d'un simple milieu petit bourgeois. Et puis, il le trouvait laid. Il était petit et râblé, avec une peau mate et grêlée, des yeux globuleux. Il le jugeait d'ailleurs si repoussant qu'il n'hésitait pas à le laisser frayer avec leurs femmes et leurs filles. Elles ne risquaient sûrement rien en compagnie de ce nain, de ce colporteur de ragots dont eux-mêmes n'avaient que faire. Non, ce n'étaient pas les hommes qui n'avaient que le nom de D'Annunzio à la bouche. C'étaient leurs femmes. Présentées à D'Annunzio par leur mari, duchesse et marquise recevaient à qui mieux mieux cet étrange nabot, qui, dès qu'il était seul avec elle, changeait du tout au tout. Il lui suffisait de quelques minutes pour subjuguer ces dames. D'abord, il avait une voix absolument magnifique, à la fois grave et douce, et une façon d'articuler chaque syllabe qui était presque musicale. Une de ses admiratrices la comparait avec le tintement lointain des cloches d'une église. D'autres la trouvaient hypnotique. Chaque mot sorti de sa bouche les fascinait. Allitération, images poétiques, expressions charmantes et surtout d'élégants compliments propres à faire fondre un cœur de femme. D'Annunzio était un grand maître dans l'art de la flatterie. Il semblait connaître le point faible de chacune de ses interlocutrices. Il qualifiait l'une de déesse de la nature, une autre d'incomparable artiste en devenir, telle autre encore de personnage de roman. Il leur chavirait le cœur en décrivant l'effet qu'elle produisait sur lui. Tout son discours était à double sens, truffé de sous-entendus érotiques et sentimentaux. Le soir, chacune revivait le suave souvenir de ses paroles. Rien de précis en vérité, car il ne disait jamais rien de concret, plutôt l'impression qu'il avait laissée. Et le lendemain, elle recevait un poème qui semblait écrit spécialement pour elle. En réalité, il les écrivait par dizaines, relativement semblables, à peine retouchés en fonction de la destinataire. Quelques années après ses débuts dans la chronique mondaine, il épousa la fille du duc et de la duchesse de Galaise. Peu après, avec l'inébranlable appui des dames de la haute société, il se mit à publier des romans et des poèmes. Le nombre de ses conquêtes était extraordinaire, et il ne choisissait pas n'importe qui. Non seulement des marquises, mais aussi de grandes artistes, telle l'actrice Eleanor Duse, qui l'aida à devenir un dramaturge respecté et une célébrité littéraire. La danseuse Isadora Duncan tomba également sous son charme. Elle explique en quoi il la fascinait. Gabriele D'Annunzio est peut-être l'amant le plus remarquable de notre époque, et ceci bien qu'il soit petit, chauve et fort laid, sauf lorsque l'enthousiasme éclaire son visage. Mais quand il parle à une femme qui lui plaît, il est transfiguré et devient soudain un Apollon. Son effet sur les femmes est remarquable. La personne à laquelle il s'adresse a soudain l'impression qu'il lui élève l'âme jusque dans ses tréfonds. Quand éclata la Première Guerre mondiale, D'Annunzio avait 52 ans. Qu'à cela ne tienne, il s'engagea. Dénué d'expérience militaire, il avait le goût du spectaculaire et un ardent désir de prouver sa bravoure. Il passa son brevet de pilote et effectua des missions dangereuses mais remarquablement efficaces. À la fin de la guerre, il était l'homme le plus décoré d'Italie. Ses exploits avaient fait de lui un héros. Les foules s'agglutinaient devant son hôtel où qu'il allât en Italie. Il prenait la parole de son balcon, discourait politique et s'insurgeait publiquement contre le gouvernement. L'écrivain américain Walter Starkey le vit ainsi faire un discours à Venise. Il fut d'abord déçu par le physique de cette gloire nationale. L'homme était petit et presque grotesque. Mais, raconte-t-il, peu à peu je me sentis gagné par cette voix qui pénétrait jusque dans ma conscience.
Jamais une gesticulation. Il jouait sur les émotions de la foule comme un violoniste sur un Stradivarius. Des milliers d'yeux étaient rivés sur lui, comme hypnotisés par son magnétisme. Là encore, c'était le son de sa voix et son discours poétique qui séduisaient les masses. Soutenant que l'Italie moderne devait restaurer l'Empire romain dans toute sa puissance, D'Annunzio lançait des slogans qu'il faisait répéter par tout son auditoire, posait des questions brûlantes et attendait la réponse. Il flattait la foule et lui faisait sentir qu'un tournant historique était proche. Tout cela restait vague, mais suggestif. La grande affaire du jour était la question de Fiume, Rijeka pour les Yougoslaves, ville de Yougoslavie située juste de l'autre côté de la frontière italienne. Les Italiens estimaient avoir le droit, en échange de leur soutien aux Alliés pendant la guerre, d'annexer Fiume. D'Annunzio se fit le champion de cette cause et joua de son statut de héros de l'aviation pour obtenir le soutien de l'armée, malgré l'opposition du gouvernement. En septembre 1919, avec un fort groupe de soldats, D'Annunzio marcha sur Fiume. Un général italien s'interposa et menaça de l'abattre. D'Annunzio ouvrit sa capote pour exhiber ses médailles et déclara de sa célèbre voix « Si vous devez me tuer, tirez d'abord sur elle. » Le général resta d'abord sans voix, puis fondit en larmes et rallia D'Annunzio. Quand celui-ci entra dans Fiume, il fut acclamé en libérateur. Le lendemain, il fut déclaré chef de l'État libre de Fiume. Bientôt, il prononça tous les jours un discours du balcon qui dominait la place principale de la ville. Grâce à des haut-parleurs, des dizaines de milliers de gens venaient l'écouter. Il organisa toutes sortes de rituels et de fêtes inspirés de l'Empire romain. Les habitants de Fiume se mirent à l'imiter, en particulier ses mœurs. Toute la ville fut en proie à une véritable orgie. Sa popularité était telle que le gouvernement italien craignit une marche sur Rome. Celle-ci aurait d'ailleurs eu des chances de réussir, car D'Annunzio avait l'appui d'une grande partie de l'armée. Il aurait peut-être battu Mussolini et changé le cours de l'histoire. D'Annunzio n'était pas un fasciste, c'était plutôt une sorte de socialiste esthète. Mais il décida de rester à Fiume. Il y régna 16 mois, jusqu'à ce que le gouvernement italien l'en chasse en bombardant la ville. La séduction est un processus psychologique universel, commun aux deux sexes, sauf dans quelques domaines clés où l'un ou l'autre sexe possède son point faible. Ainsi, l'homme est surtout visuel. La sirène capable de mettre au point le look approprié tombera les hommes comme des mouches. Les femmes, elles, se prennent au charme du langage. Une des victimes de D'Annunzio, l'actrice française Madame Simone, se demandait comment l'on pouvait expliquer ses conquêtes, si ce n'est par la puissance extraordinaire de son verbe et par le timbre musical de sa voix, au service d'une exceptionnelle éloquence. Elle précisait que les personnes de son sexe sont particulièrement sensibles aux mots qui les ensorcellent et qu'elles aspirent à être dominées par eux. Le libertin jongle autant avec les mots qu'avec les femmes. Il les choisit selon le pouvoir qu'ils ont de suggérer, d'insinuer, d'hypnotiser, de transporter, d'obnubiler. Les mots sont au libertin ce que la toilette est à la sirène, une sorte de narcotique exerçant un puissant magnétisme érotique. L'utilisation que le libertin fait du langage est diabolique, non pas comme un moyen de communication ou d'information, mais comme un outil pour convaincre, flatter, mettre en émoi, tel le serpent qui, au paradis terrestre, s'est servi de mots pour induire Ève en tentation. L'exemple de D'Annunzio met en lumière le lien qui existe entre le libertin érotique, qui séduit les femmes, et le libertin politique, qui séduit les masses. Tous deux se servent du langage. Transposez le profil du libertin, et vous vous apercevrez que les mots sont un subtil poison aux utilisations infinies. À retenir. La forme compte plus que le fond. Moins vos proies comprendront ce que vous dites, plus elles s'abandonneront aux émotions que suscite votre discours, plus elles seront à votre merci. Donnez à vos phrases un ton inspiré,
spirituelle et littéraire, pour mieux instiller le désir dans le cœur de vos innocentes victimes. Quelle est la force par laquelle Don Juan séduit? C'est celle du désir, l'énergie du désir sensuel. Dans chaque femme, il désire la féminité tout entière, et c'est en cela que se trouve la puissance, sensuellement idéalisante, avec laquelle il embellit et vainc sa proie en même temps. Le réflexe de cette passion gigantesque embellit et agrandit l'objet du désir qui rougit à son reflet en une beauté supérieure. Comme le feu de l'enthousiaste illumine avec un éclat séduisant jusqu'aux premiers venus qui ont des rapports avec lui, ainsi, en un sens beaucoup plus profond, éclaire-t-il chaque jeune fille, car son rapport avec elle est essentiel. Søren Kierkegaard. Ou bien. Les clés du profil. On s'étonne qu'un homme ouvertement menteur et malhonnête, un célibataire endurci réfractaire au mariage, puisse exercer sur une femme le moindre attrait. Et pourtant, tout au long de l'histoire et dans toutes les civilisations, ce profil conserve un attrait fatal. Le libertin offre ce que la société interdit aux femmes, le plaisir pur, le frisson du danger. La femme est souvent étouffée par le rôle qu'on lui assigne. Elle est censée représenter la force civilisatrice, être la dispensatrice de tendresse, exiger de son partenaire engagement et fidélité à vie. Souvent, hélas, son mariage et ses relations ne lui apportent ni plaisir ni passion, mais se réduisent à une terne routine aux côtés d'un conjoint pour le moins distrait. Rencontrer un homme qui se donne à elle en totalité et vive à sa dévotion, ne serait-ce qu'un moment, reste donc pour elle du domaine de l'éternel fantasme. Cet aspect obscur et refoulé du désir féminin a pour symbole le légendaire Don Juan. Initialement, ce personnage était un fantasme masculin, le chevalier aventureux capable d'obtenir toutes les femmes qu'il convoite. Mais au XVIIe et XVIIIe siècle, Don Juan a subi une lente évolution. Le mâle aventurier s'est comme féminisé. Il est devenu un homme qui ne vit que pour les femmes. Cette évolution s'est faite grâce à l'intérêt des femmes pour son histoire et sous l'effet de leurs désirs frustrés. Le mariage était alors pour elles une forme de servage. Don Juan, de son côté, offrait le plaisir pour le plaisir, l'assouvissement du désir sans engagement en contrepartie. Dès lors qu'il croisait une femme, il n'avait plus de pensée que pour elle. Son désir était si puissant qu'il ne laissait à son objet ni le temps de réfléchir, ni celui de se soucier des conséquences. Il se présentait nuitamment, offrait un moment de passion inoubliable et disparaissait. Qu'importe si 1000 femmes étaient déjà passées entre ses bras, cela ne le rendait que plus intéressant. Mieux valait se faire abandonner que de ne pas être désiré par un homme comme celui-là. Les grands séducteurs ne se bornent pas à proposer les plaisirs feutrés que la société tolère. Ils touchent l'inconscient, les désirs refoulés qui implorent satisfaction. Il ne faudrait pas prendre les femmes pour les tendres créatures que certains voudraient faire d'elles. Comme les hommes, elles sont fortement attirées par le danger, l'interdit, et même, dans une certaine mesure, le mal. D'ailleurs, Don Juan aboutit en enfer. L'aspect diabolique est donc bien inhérent à ce fantasme. N'oubliez jamais, si vous prenez le libertin pour modèle, que votre personnage est associé à la notion de risque, au désir de violer les tabous, et que vous êtes censé inciter vos proies à faire une expérience rare et grisante, la possibilité d'exprimer elles aussi leur côté maléfique. Pour jouer le libertin, le talent le plus indispensable est de savoir se lâcher, entraîner une femme dans une passion purement érotique où le passé et l'avenir perdent toute signification. Il faut être capable de s'abandonner totalement à ce moment. Ainsi, dans Les Liaisons dangereuses, 1782, où Choderlos de Laclos campe un personnage inspiré du duc de Richelieu, le vicomte de Valmont, celui-ci écrit des lettres manifestement calculées pour avoir un certain effet sur sa cible, Madame de Tourvel. Celle-ci n'est pas dupe,
Mais quand les lettres se font ardemment passionnées, elle fléchit et capitule. Car une passion apparemment incontrôlable ressemble à une preuve de faiblesse, et une femme y est sensible.